Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour. camarade Zinel. Bonjour. Bon- Bonjour à tout le monde. Euh, voilà. Alors, je vais juste faire une intervention. Et mon intervention, d'abord, va s'articuler en trois temps. D'abord, un constat qu'on fait sur l'ONU et son organisation. Ensuite, nous allons voir, après le constat, nous allons voir donc, nous allons faire notre analyse. Puis l'analyse, on va essayer de faire des suggestions. Alors, voilà ce que j'ai laissé. Né pour pallier à l'écart différentiel entre les peuples et les nations fragilisées et les différents conflits, tant nationaux qu'internationaux, l'ONU se trouve aujourd'hui au milieu de ce que l'on pourrait qualifier de complot international tendant à maintenir et accroître cet écart. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1848, est assortie de traités et autres déclarations consignée dans la Charte des Nations Unies. Celle-ci est constamment foulée aux pieds par ceux-là même qui sont censés de veiller à son respect et à son application rigoureuse pour la paix, la sécurité et le développement de l'humanité. Au regard des nombreuses crises observées dans tous les coins du monde, la question est de savoir comment l'ONU peut parvenir à promouvoir l'égalité du genre humain et maintenir l'ordre international lorsque les grandes puissances supposé garantir cet ordre-là, déchire et piétine les principes fondamentaux. Notre constat est que aujourd'hui, l'ONU a perdu donc toute crédibilité aux yeux des pays du tiers-monde. Et ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a désormais un ordre mondial qui est en cours et au regard des accords gagnant-gagnant qui se passent entre Comrade Lida, we cannot hear your voice. Comrade Lida, pardon. please. Yes, please. The last 10 seconds, we couldn't hear you. Please continue. OK. Donc, l'autre constat, c'est que les États ont commencé à dénoncer les accords coloniaux. Un autre constat, il y a donc l'intervention armée unilatérale qui viole l'article 2 relatif au principe de non-intervention. Nous avons les cas de l'Irak, de la Libye, récemment en Ukraine, qui court encore, et l'enlèvement du président Venezuela à l'armée de Trump. Il y a une absence d'une position ferme et contraignante dans certaines crises humanitaires. Il se trouve que, par exemple, en Ukraine et à Gaza, et même en Afrique, il y a des choses qui se passent, mais l'ONU reste encore muette. Nous avons la fin du principe du multilatéralisme avec le retrait et le désengagement de certains États, notamment les États-Unis. Nous constatons aussi l'érosion de la protection des civils et leur emploi. Ce sont des millions de personnes qui se voient privées au minimum ou du minimum vital parce qu'ayant tout perdu ou abandonné pendant leur déplacement des conflits. Le nombreux cas de violations sanglantes. Notre analyse, c'est que l'ONU est en perte de légitimité suite aux atteintes récurrentes perpétrées par les grandes puissances. Le silence inquiétant de l'ONU face à certaines crises d'une gravité extrême laisse apparaître une gestion asymétrique du pouvoir. Et cela se traduit, n'est-ce pas, par le fait que certains membres qui ont le droit de veto, n'est-ce pas, utilisent ce droit-là, non pas pour euh, gérer la sécurité du monde, mais pour leurs propres intérêts. C'est à croire que ce droit de veto est une arme dressée contre les résolutions gênantes des pays dits faibles. Mieux, auréolé de ce droit, une puissance peut intervenir sans le consentement de l'État concerné en violation cinglante du principe de non-ingérence. Avec lui, le droit international s'applique différemment selon que l'État concerné est influent ou pas, rendant du coup la souveraineté relative. Tout porte ainsi à dire que le veto est un pouvoir dont usent les cinq grands pour protéger leurs intérêts personnels ou ceux de leurs alliés au mépris de l'intérêt général.
Il est dès lors clair que le Conseil de sécurité ne répond plus aux attentes des peuples face au dynamisme des nouvelles réalités, d'où sa nécessaire réformation. Nous suggérons ceci, que pour restaurer la légitimité et la crédibilité de l'ONU, il faut une réforme du Conseil de sécurité. Il faut la décentralisation de l'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons que l'ONU est centralisée et les pays qui ont le droit de veto sont même ceux-là même qui hébergent le siège de l'ONU. Or, il faut donc permettre que l'ONU soit une entité éclatée, qu'on ne parle pas de représentation de choses, mais que, par exemple, en Afrique, qu'il y ait un siège de l'ONU, en Occident, qu'il y ait un siège de l'ONU, et partout sur tous les continents, qu'il y ait un siège où les problèmes de ces continents-là peuvent être posés directement et qui peuvent trouver des réponses, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes climats, nous n'avons pas les mêmes potentialités, nous n'avons pas les mêmes possibilités. Voilà donc ce que nous demandons. Le renforcement de la politique multilatérale. Initiative pour mieux soutenir les régions vulnérables. Alors, nous, article 26, le projet article 26, ce que nous pouvons faire et ce que nous suggérons, c'est que depuis que nous parlons, nous traitons, nous demandons à des gens de venir intervenir, notre problème est que finalement, on ne nous entend pas. Je pense qu'il y a lieu de faire une pétition internationale pour demander donc le respect donc, de la charte de l'ONU et que véritablement on parle d'une certaine démocratisation au sein de l'ONU. Parce que le veto qui est accordé aux 5 pays membres, mais ce veto-là ne répond plus aux critères. Aujourd'hui, il faut permettre à tout le monde de poser son problème. Il faut permettre à tout le monde de poser son problème et non passer par des tutorats comme on le constate. Je vous remercie.